Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, tout simplement. Et aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo un peu spéciale, une VOD un peu spéciale, qui me permet de me pencher sur un sujet en rapport avec Pokémon, mais abordé sous un angle auquel j'avais pas vraiment pensé, et qui me permettrait un peu peut-être de hiérarchiser comment je préfère les jeux Pokémon, parce que je me suis jamais posé vraiment la question duquel était le meilleur, duquel était mon préféré. Alors du coup, je me suis dit, je vais proposer ça à ma communauté, et on va avoir droit à une liste, en fait, une liste de points forts et de points faibles de chaque jeu Pokémon, des jeux principaux par génération. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, on va partir. Alors, vous voyez peut-être que génération 5, génération 6, ils sont un peu différents. Simplement parce que ces jeux-là, je n'y ai pas joué. J'ai regardé des let's play, voilà, parce que c'est quand même des choses, c'est quand même Pokémon, donc je m'intéresse un peu, je regarde des let's play, mais je n'y ai jamais joué. Donc mon avis peut être un peu différent par rapport à quelqu'un qui y a joué, par rapport aux autres auxquels j'ai joué. Enfin voilà. Ce qu'on va faire du coup, c'est que voilà, je vais dire jeu par jeu, enfin génération par génération, ce qui me plaît et ce qui me déplaît. On va tout simplement lister ça. Et puis voilà. Donc du coup, dans les commentaires de cette VOD, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, et quel point fort ou point faible vous y apportez. J'essaie de tendre vers l'objectivité, mais les points faibles restent quand même pas mal issus du ressenti. Voilà, c'était le petit disclaimer de début de vidéo. Je pense qu'il est assez long comme ça. Donc, je vais peut-être commencer, hein, voilà. Donc, je vais commencer par Pokémon rouge et bleu, du coup, première génération. Hein. Alors, quel point fort et quel point faible? Ben d'abord, je vais commencer toujours par les points forts. Alors, le point fort principal de rouge et bleu, indéniablement, et ça, vous pouvez absolument rien dire dessus, c'est l'épisode fondateur. Tout simplement, voilà, l'épisode fondateur qui a implanté toutes les bases, voilà, hop, je vais peut-être faire des petits tirets comme ça. Voilà, c'est tout simplement l'épisode fondateur. Toutes les bases viennent de lui. On peut pas lui enlever ça, c'est sûr. Après, la première génération, c'est la première génération, quoi. Donc, je vais mettre Pokémon emblématique. Bon, pas tous, hein, on s'entend. Mais, on a quand même eu droit à une majorité de Pokémon emblématiques, hein. Forcément, un Pikachu ou un Evoli, j'allais dire, mais il y a peut-être un peu autre chose. Oui, bon, un Salamèche, c'est forcément, c'est au-dessus d'un Lamantine ou d'un Poisson-Roi, hein, on est d'accord. Mais la plupart des Pokémon de la première génération sont, je trouve, emblématiques, tout simplement. Après, faut pas se leurrer sur un truc. Je trouve quand même des points faibles. Il y a un point faible qui me vient au niveau gameplay. Un point faible, vraiment. Vous allez voir. L'ergonomie. Parce que ce jeu, au niveau gameplay, manque cruellement d'ergonomie et n'est vraiment pas intuitif. Quand
vous êtes face à un arbuste qu'il faut couper avec coupe. Vous devez aller dans le menu, sélectionner le menu Pokémon, aller dans votre équipe du coup. Aller sur le Pokémon qui a coupe et sélectionner utiliser coupe. Et après passer la petite boîte de dialogue pour que l'arbre se coupe. Enfin, ça c'est vraiment un problème d'ergonomie. Et il y a un autre problème d'ergonomie, c'est le stockage des Pokémon dans le PC. Alors, ce stockage de Pokémon dans le PC, c'est un enfer. Vous avez droit donc à certains nombres de Pokémon par boîte PC, ça vous le savez. Quand elle est pleine, vous pouvez plus capturer de Pokémon. Quand il y a une boîte de pleine, vous pouvez plus capturer de Pokémon. Il faut changer de boîte dans le PC. Donc allez dans le PC, changer de boîte. Ça vous sauvegarde automatiquement les données et vous changez de boîte. Si vous voulez récupérer un Pokémon qui est dans une autre boîte, et ben il faut changer de boîte et re-sauvegarder. Enfin, c'est vraiment un énorme point faible. Et j'ai même pas parlé de l'inventaire ultra limité. Enfin voilà. Niveau ergonomie, vraiment c'est ras des pâquerettes. Et il y a un autre point. Le scénario. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un scénario dans ce jeu? C'est juste le professeur Chen, il t'envoie capturer tous les Pokémon. Ça, ok, moi c'est la base de la licence. Hein. Tu trouves les arènes sur ton passage, tu les fais. Tu croises de temps en temps la Team Rocket, genre Sélénite, Verazuria, où ça d'autre? Leur repère, c'est l'Adopole, la Sylphès ARL. Tu conclus tout ça à la dernière arène. Bon, tu les croises juste de temps en temps en fait. C'est pas incroyable quoi. Et puis après, bah, t'es le meilleur et tu vas à la ligue et tu bats le conseil des 4 et voilà. Et d'ailleurs, ça en découle un autre point. Le post-game est inexistant. Parce que le post-game de ces jeux, c'est quoi? Grand inconnu, capture de Mewtwo. Voilà. C'est tout. Alors je sais, oui, ça vient aussi de son gros point fort d'épisode fondateur. Voilà. C'est vrai, attendez, il y a un autre point fort qui me vient. Mais ça, c'est un point fort de pas mal de jeux de la licence. Les musiques. Pareil, bon, c'est des musiques de Game Boy. Donc, au niveau précision sonore, c'est pas incroyable. Mais, les musiques sont quand même emblématiques et ont leur petit effet. Donc voilà. On a déjà pas mal à dire sur ces premiers jeux. Mais, voilà. Je trouve que grosso modo, ils sont quand même réussis, même si sur beaucoup d'aspects, ils ont très mal vieilli. C'est-à-dire, le scénario est inexistant et aujourd'hui, ils sont peut-être sur certains points pas agréables à jouer. Alors, j'ai bien aimé y jouer, mais j'ai quand même reconnu qu'il y avait des trucs qui avaient mal vieilli. Bien. On va passer à or et argent. Alors, or et argent, deuxième génération. Je vous avoue que je les ai pas fait depuis pas mal de temps. Donc, ces jeux qui donc étaient censés un peu à la base conclure Pokémon, c'était ce en quoi ils voulaient conclure sans le succès. S'il n'y avait pas eu le succès, ça s'arrêtait là, voilà, tout simplement. En point positif, on peut dire que c'est une amélioration au niveau ergonomie, notamment. C'est
pas mal une amélioration de ce qu'on a pu avoir. Il y aurait quand même des bons points. Et le plus gros point positif de ces jeux, vraiment de vrai argent, c'est le post-game. Le post-game ici est le meilleur qu'on ait eu dans un jeu Pokémon, tout simplement. Parce que pour moi, le post-game, c'est la région de Kanto. Enfin, à part le plateau Indigo, Route Victor, tout ça, c'est quand tu vas à Kanto et que tu affrontes, enfin que tu explores à nouveau la région de Kanto 3 ans plus tard et que tu affrontes tous les champions d'arène enfin pratiquement tous les champions d'arène de rouge et bleu. Voilà. C'est le post-game le plus riche qui ait jamais eu. Et vraiment, c'est quand même un gros point fort parce que à ce niveau-là, cet opus c'est le meilleur. Un autre que je voudrais dire comme un autre point fort, les boss du jeu. C'est-à-dire, la plupart des boss du jeu, je les trouve quand même assez charismatiques. Mais quand je dis boss du jeu, évidemment, j'ai surtout pensé à Red, le boss de fin, le héros de rouge et bleu, qui est vraiment ultra cool à affronter. C'est tout au sommet du Mont Argent, qui correspond au Mont Fuji. Ben, je trouve l'environnement et le combat, la symbolique du combat vraiment très classe. Et puis même le fait, comme j'ai dit, d'avoir affronté les champions d'arène, ben, super cool ça. Et même le moment où la tour radio est prise d'assaut par la Team Rocket, ben j'aime beaucoup les boss à affronter au niveau des méchants de la Team Rocket dans leur base secrète à Kaiju notamment. Parce que j'aime bien le fait que ce soit un peu comme le directoire ou les consulats. L'organisation de la Team Rocket, c'est un peu comme le directoire ou les consulats qu'il y a eu en France entre la Terreur et Napoléon, si vous voulez. C'est-à-dire que c'était avec plusieurs hommes, enfin plusieurs personnes qui gouvernaient à titre plus ou moins égal, même s'il y avait peut-être un commandant un peu au-dessus. Mais ça, je crois que c'est plus détaillé dans les remakes que j'ai pas fait. Mais je trouve ça cool. Bon, après, tout ce qu'ils veulent, c'est faire revenir Giovanni, et t'as l'impression que sans Giovanni, ils peuvent rien faire. Mais voilà, les boss à affronter sont très cool. Maintenant, parlons de ce qui fâche. Moi, il y a un truc qui me fâche dans ces jeux. C'est oui, je sais. Encore. Mais vraiment, je pense que ce scénario-là, c'est le plus plat que j'ai jamais vu. La promesse, c'est un peu la même que dans Rouge et Bleu. Mais ils avaient un truc avec cette nouvelle Team Rocket. Je trouve qu'ils avaient vraiment un truc. Et ils n'en ont pas profité. Tout est concentré à un seul moment. Quand tu es vers Akaju. Avec le lac Colère, le Léviator rouge, ça vient un peu au niveau du Léviator rouge, si vous voulez, le premier Shiny. Le problème que j'ai, c'est que tout le scénario est là. Et autour, il n'y a plus rien, et c'est comme dans la génération 1. Quoi. Et puis c'est cool d'avoir fait un gros post-game à Kanto, mais quand tu sais pas trop où aller, et que il n'y a pas vraiment d'histoire, et que t'as l'impression que le seul truc qui te bloque à Kanto, c'est le ronflex devant la carte au piqueur. Bon, c'est un peu léger comme vraiment blocage.
ça m'a pas plu tant que ça en fait. Donc voilà, le scénario, bof dans ces jeux. Et après, il y a un autre truc. Les nouveaux Pokémon, pour moi, ils sont sous-exploités. Voilà. Ouais, je vais mettre une largeur de colonne. Juste le donner. Voilà. En fait, je m'explique. En fait, je pense que à ce moment-là, Game Freak était encore très fier de la première génération et de l'aura de cette première génération, que ils ont un peu délaissé. Ils sont vraiment concentrés sur les anciens Pokémon et ont délaissé les nouveaux. Et ça dessert pas mal les jeux. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des Pokémon que tu dirais pas qu'ils appartiennent à la deuxième génération, tant ils sont peu présents, tant on les voit pas. Enfin, on les voit à l'état sauvage dans un pauvre endroit. Enfin, c'est pas fou, quoi. Je sais que par exemple, Limagma, qui est un Pokémon que j'aime bien quand même, et ben, Limagma, il est pas tant présent que ça. Il est que dans la piste cyclable à Kanto. Déjà, ok, j'ai un peu de mal à voir ce qu'il fait là, mais il est là que là. Il n'y a aucun dresseur qui l'a. Le Volcaropod, son évolution du coup, il n'y a qu'un dresseur qui l'a, c'est Auguste, le champion de Cramoisil. Donc c'est... Hermure, c'est pareil. Hermure, il est exclusif à la version argent, il est que sur une route, et il est plutôt rare. Aucun dresseur ne l'a. Les nouveaux Pokémon, ils sont pas très bien exploités. T'as l'impression que c'est limite des Pokémon secrets, quoi. Sans parler aussi de Lugia et Ho-Oh, qui sont sur les jaquettes des jeux, mais c'est pas encore trop bien les exploiter leurs mascottes. Il y a pas de scénario autour d'eux, ils sont là, ils sont deux versions d'ailleurs, ça c'est un bon point. Mais faut aller les chercher. Enfin, il y a pas assez, quoi. Pareil, le semi-légendaire de la génération de Tyrannosif. Tu vois les Ambrilex ou Mon Argent, aucun dresseur n'en a, évidemment. Enfin, vraiment, ça c'est un truc qui me gêne, quoi. Voilà. Voilà, en gros, pour la 2G. Alors ça va beaucoup être comme ça, hein, autant de points forts que de points faibles, je pense, à quelques exceptions près. Parce que les points que je mets pas, c'est les points sur lesquels j'ai pas grand chose à dire, ils se démarquent pas. Voilà. C'est pareil, je crois, les Pokémon, pour pouvoir revenir sur les nouveaux Pokémon sous-exploités, il y aurait des Pokémon que tu vois en utilisant coup de boule sur les arbres, comme Pomme d'épic ou Capumin. Tu les vois quasiment pas dans le jeu. Ils sont vraiment cachés, quoi. Il n'y a pas de dresseur qui les a. Faut vraiment deviner, quoi, qu'ils sont là. Donc ça, c'est un peu dommage. Un défaut dont ne peuvent pas se tenter. Privé. Alors, ça peut être un peu biaisé, parce que c'est ma gène préférée, c'est la génération par laquelle j'ai commencé. Mais, il y aurait quand même des points forts à noter. Ce que je trouve sympa, c'est les teams adverses. Alors, en soi, leur objectif est pas assez réfléchi, mais le fait d'avoir deux teams, c'est un truc assez innovant. Les deux teams qui s'affrontent vraiment, c'est un truc assez innovant et qui a jamais été repris en fait. À part peut-être éventuellement dans Noir 2 et Blanc 2, mais j'ai pas fait les jeux. Donc ça pour moi c'est un très bon point dans les jeux, les deux leaders charismatiques. Et puis bon, c'est peut-être
pas trop le cas dans Ruby Assassin, et plus dans Emerald, il y a la notion du danger qui représente. Donc, parce qu'ils veulent réveiller des Pokémon qui peuvent provoquer des cataclysmes, quoi. Donc, il y a une vraie notion de danger, qui a bien sûr été un peu plus mise en avant dans les remakes, le Mega Saphir Alpha. Donc voilà, les teams adverses, vraiment très bon point. Après, il y aurait autre chose, c'est, je trouve les jeux quand même dynamiques. Oui, les jeux sont assez dynamiques. Les combats s'enchaînent bien. Les animations de combat sont très rapides. Et au moins tu sens que c'est rythmé, tu sens que tu perds pas de temps. Vraiment, je trouve ça cool. Donc il y a ça. Un truc qui a été implémenté aussi, possibilité de rematch. Ça, c'était avec le Pokénav et les infodresseurs qui ont été renommés Match Phone dans Emerald, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu avant. Donc voilà, je trouve ça cool de pouvoir réaffronter certains dresseurs, parce que tu sens que les gens ne sont pas figés, ils progressent. Ils ont des Pokémon de plus en plus puissants, et puis bon, ça fait de l'expérience et de l'argent. Donc de réaffronter les dresseurs. Donc c'est cool, voilà, quand tu veux entraîner les Pokémon. Là, ce coup-ci, je le mets dans les points positifs. Le scénario, qui est lié au team adverse, hein, bien sûr. Donc voilà, en fait, le truc c'est que là, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Et parce que avant, pas se leurrer, avec la Team Rocket, c'était assez superficiel. Là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se trame, une espèce de complot. Alors évidemment, ce sera encore une fois plus poussé dans les remakes, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a toute cette histoire de vol dans la société d'Ebon, le sous-marin, enfin le chantier naval, les orbes au Mont Memoria, la météorite sur le volcan. Enfin, il y a vraiment une immédiateté et un sentiment d'urgence qui est quand même plus exacerbé. Et je trouve ça très cool. Pour le reste, j'ai pas vraiment d'autres points positifs. Mais niveau points négatifs, j'en ai pas beaucoup, mais il y en a un. Un qui va être assez controversé. La carte de la région. Ce que j'appelle par carte de la région, c'est... Enfin, je vais plutôt mettre... géographie de la région. Parce que la géographie de cette région, il y a une zone que j'aime énormément, celle où il y a le désert, le volcan, tout ça, la ville des sources chaudes, je trouve ça vraiment bien. Mais par contre, il y a toute une zone que je ne supporte pas, c'est après Nenu Creek, où ce n'est que de l'exploration avec surf, ce n'est que de l'exploration maritime. J'ai rien contre l'exploration maritime, des fois j'aime bien être sur les plages et tout dans la vraie vie. Mais là, je suis désolé, c'est beaucoup trop. Ça ne devrait pas représenter une part aussi importante de la région. Alors moi j'ai entendu dire que justement c'est le thème des jeux la terre contre la mer, mais je suis désolé, ce n'est tout simplement pas agréable à jouer. C'est franchement relou. Donc ce sera le seul point faible que j'aurai à dire sur ces jeux, mais il est quand même balèze, il est de taille. Voilà.
Il y aura aussi un autre point fort que j'aurais à trouver. Alors, ce serait... l'exploitation des anciens Pokémon. Parce que, faut pas oublier que dans ces jeux, il manquait 180 Pokémon sur tous ceux disponibles. Il y en avait 386 disponibles, il en manquait plus de 180. Et du coup, comme ils sont arrivés après, avec les jeux suivants, Rouge, Vert, Feuille puis Émeraude, ça permettait d'avoir de pouvoir bien se concentrer sur les nouveaux Pokémon, tout en ayant une dose des anciens Pokémon. Par exemple, le fait d'avoir, je vais prendre l'exemple pour illustrer de mes Pokémon favoris, le fait d'avoir ces Pokémon-là, le fait d'avoir ces Pokémon-là et pas d'autres, genre des des Dracofeu ou autre chose, ça permettait au moins de, comme c'est pas des Pokémon qui étaient très mis en avant dans les premières générations, ça permettait de leur donner un petit peu un nouveau souffle, quoi. Et ça, c'était fort exploitable, fort appréciable. Et du coup, comme moi je découvrais les jeux, j'avais pas la notion de génération de Pokémon, et du coup, là, c'est devenu les Pokémon préférés, tout simplement. Et pourtant, c'est tous de la première génération. Donc, voilà. Tout ça était très cool, le fait de pas exploiter tant que ça les anciens Pokémon. On va passer à Diamant et Perle, génération 4, qui est une génération que j'ai enchaîné sur la 4G immédiatement après la 3G. J'ai bien aimé, franchement, ça, pour moi c'est en dessous de la 3G, mais j'ai bien aimé. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est un truc que j'ai déjà noté. Les musiques. Parce que je trouve que les musiques sont vraiment très belles. On est passé sur DS, voilà. Et les musiques, c'est vraiment quelque chose qui a été sublimé. On a senti enfin l'upgrade au niveau sonore avec toutes ces possibilités. D'ailleurs, pour info, c'est des remixes de musique de cette génération que j'ai habituellement sur mes streams et que vous entendez en ce moment. Voilà. Donc, gros point fort. Gros point fort, les musiques. Ensuite, ce qu'il y a de bien dans cette 4e génération, c'est... là, j'ai pas vraiment préparé, donc je réfléchis un petit peu. Ah si, je sais. Les décors. Je dirais pas la géographie ce coup-ci, mais plus les décors, parce que les décors, ils sont très variés. Et ça, c'est... On a tout dans cette génération, c'est incroyable. On a une mine, on a une forêt avec un vieux manoir abandonné. On a des marécages, on a une ville portuaire, on a une ville avec des panneaux solaires, on a une zone tout enneigée, et en post-game, on a un désert, un volcan, c'est ultra riche, un sino, c'est vraiment une des régions les plus riches, quoi. Donc, voilà les points forts de la 4G quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et puis aussi, un autre que je vois, c'est l'aspect mythologique. Ce que j'appelle aspect mythologique, c'est tout ce qui est rapport à la mythologie Pokémon. Et la mythologie Pokémon a jamais été autant mise en avant que dans cette génération-là. Je suis désolé, quoi. Vraiment là, on a vraiment quelque chose avec la création de l'univers, quoi. C'est la Bible Pokémon.
Donc voilà en gros pour les principaux points forts de la 4G quoi. Maintenant niveau points faibles, parce qu'il y en a, forcément. Ah non, je sais. Là on est sur l'opposé total de la 3G, le manque de dynamisme. Les combats sont vraiment très longs. Les animations sont très très lentes. Et ben ouais, hein, les combats sont juste, les combats sont trop lents. Et du coup, ça peut peut-être avoir un impact sur le plaisir de jeu. Et c'est un peu dommage. Après voilà, j'ai une bonne préférence pour les starters aussi. Hein. Voilà, lui par exemple, le starter est utile du jeu quoi. C'est starter 4G. Donc voilà, le gros point faible c'est le manque de dynamisme et autre chose, le problème, un autre problème que j'ai c'est comment je pourrais l'appeler, dramaturgie des événements. Ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est que avec la Team Galaxy au colonnes lance, avec l'invocation de Dialga ou de Palkia ou même de Giratina avec Platine dans le monde Distorsion, le monde est vraiment menacé. Et par rapport à la 3e génération, bah, j'ai moins cette impression-là. C'est-à-dire ouais, je l'ai. Le sentiment de menace immédiate. Voilà, le sentiment de menace immédiate. Je trouve qu'il aurait pu être mieux mené. Parce qu'on a certes de belles cinématiques. Avec les gros légendaires, les trios des lacs. Mais le côté cataclysme, parce que c'est quand même des Pokémon qui régissent dans l'espace. Et par rapport à la 3G, t'as moins le sentiment de cataclysme. Et c'est dommage. Franchement, là, c'est dommage. Donc, voilà. Point négatif pour la 4G. Il n'y en a pas tant que ça pour la 4G. Mais, voilà, il y en a. Il y en a, mais c'est pas mal important. Alors maintenant, si on passe à noir et blanc. Ben, noir et blanc, c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, j'y ai pas joué. Donc, c'est le point de vue de quelqu'un qui n'y a pas joué. Donc je vais quand même essayer de tirer des trucs dessus. Mais il manque un aspect du jeu. Donc noir et blanc, vraiment une force quand même. Une force qu'on ne peut pas enlever au jeu. Bah c'est le scénario, parce que le scénario il est quand même il change, on peut pas le nier, il change, parce que là on est moins axé sur la quête des badges que sur le combat contre la team de méchants, la team Plasma, parce que ils sont présentés avant et puis on sent que on est là pour les arrêter et puis parce que il y a un sentiment d'urgence, un sentiment de menace immédiate dont je parlais juste avant, qui était présent en 3G, qui a un peu disparu en 4G, là il revient en force. Donc je peux le mettre aussi, hein, voilà. Les deux sont liés, hein. Et je pense que c'est les jeux où il a été le plus présent, ce sentiment de menace, parce que il est distillé tout le long du jeu, et je trouve ça franchement cool, franchement cool. Alors je connais moins Noir et Blanc 2 parce que je les prends quand même en compte, parce que c'est pas juste des versions complémentaires, c'est des vraies suites.
mais enfin il y a toujours ce côté attention, la Team Plasma, ils veulent nous faire vivre à part des Pokémon. C'est quelque chose qu'il faut arrêter, quoi. Et ils sont vraiment beaucoup plus actifs, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Après, au niveau gameplay, ils ont apporté quelque chose d'incroyable. Les CT à usage illimité. Et ça, franchement, c'est une grosse amélioration, parce que quand tu avais une CT avant, tu savais qu'elle était à usage unique et qu'elle était vraiment très précieuse. Il fallait pas la gâcher, quoi. Et puis il y en avait que tu pouvais obtenir qu'une seule fois, celle que les champions te remettaient, tu l'avais utilisée, c'était fini, tu pouvais plus l'avoir. Ce coup-ci, tu peux les utiliser comme tu veux. Au début, je voyais ça comme un peu comme une trahison, en disant mais non, les CT ça doit servir qu'une fois. Non, mais en vrai, c'est une super chose. Franchement, il n'y a rien de plus à dire. Après, encore une fois, j'ai pas fait les jeux. Mais je vois quand même des points négatifs. Et le plus gros point négatif, ça va être... je suis un peu désolé pour les fans, mais... le Pokédex de l'aventure. Ça c'est vraiment un truc qui va être perçu comme une frustration. Une vraie frustration. Parce que ce Pokédex de l'aventure qui proposait les nouveaux Pokémon, et uniquement les nouveaux Pokémon. Et du coup, tu te disais, mais c'est nul, quoi. Il n'y a pas mes Pokémon que j'aime bien, on nous impose les nouveaux. Bon alors, même si j'ai pas joué, je trouve quand même certains nouveaux Pokémon stylés. Hein. Je veux dire, voilà. Hein. C'est pas pour rien qu'il est là, lui. Hein, au pif. Mais ça peut être problématique. Ça peut être quand même problématique, ce Pokédex d'aventure. Et il y a un truc, voilà, ça peut être problématique au niveau de l'affect qu'on porte, quoi. Les jeux se voulaient comme des reboots, mais voilà. Mais il y aurait aussi un autre point négatif pour moi. C'est linéarité, quoi. La linéarité. Dans Noir et Blanc, enfin, peut-être moins dans Noir et Blanc 2, ça a l'air de moins se faire ressentir au vu de comment on avance. Mais il y a quand même cette linéarité. Je veux dire, là, tu commences ici, tu montes, tu vas à l'ouest, tu montes, puis après tu fais une semi-boucle jusqu'à la ligne. C'est vraiment... Il n'y a pas de route un peu parallèle où tu peux aller... non, c'est un des jeux où tu commences vraiment à être guidé. Bon alors ça sera quelque chose du coup qui se reverra dans les jeux suivants. Mais au vu de la map, là, je parle vraiment de la carte de la région, t'as vraiment ce sentiment que les mecs ont voulu faire une ligne droite. Les régions suivantes, c'est aussi des lignes droites en soi en termes d'histoire, mais c'est peut-être un peu mieux amené par la géographie de la région. Tu fais des boucles, des fois tu vas dans le cul-de-sac, puis tu reviens, enfin il y a de ça, donc c'est moins voyant dans certaines villes. Là, il n'y a pas beaucoup sur tes pas, quoi, de ce que j'en ai vu. Donc c'est vraiment un souci dans ces jeux, la linéarité, quoi. Donc voilà, c'est vraiment des problèmes que je pourrais avoir avec Noir et Blanc, mais j'y ai pas joué, donc je peux pas
peux pas dire plus, je peux pas aller plus loin. Pourquoi il n'y a plus de musique? Oui. Voilà. Donc les problèmes liés à noir et blanc. Enfin la 5e génération, je trouve, de mon point de vue. Je passe à la génération 6 du coup, XY. Donc vous voyez, il y a en fait il y a 0 jeu Pokémon que je trouve vraiment raté. Il y a toujours quelque chose. Ouais. Génération 6, donc alors ceux-là, j'ai pas joué non plus à XY. J'ai joué à Ruby Omega Sapphire Alpha, le remake de 3G, mais la nouvelle génération, non. Alors, bon, pour moi, en tant que Français, le point positif, bah, c'est la région. Je suis désolé, hein, Kalos, c'était chez toi, là, c'est représenté, quoi. Après, il y aurait encore autre chose. Encore une fois, là, le scénario. Je trouve aussi le scénario réussi. C'est un point de réussite à nouveau, hein, on s'y retrouve. Parce que pour les thématiques abordées, tout simplement. Je trouve que c'est suffisamment bien distillé. En fait, le truc c'est qu'entre le premier badge et le deuxième, il y a beaucoup de péripéties. Bon, après, c'est un peu plus condensé, mais t'as vraiment une impression de grande région, quoi. Et ce scénario qui parle de guerre, de génocide, de pardon. Il y a beaucoup de thématiques dans ce scénario qui sont très fortes. Vraiment, hein. Donc c'est surtout ça, pareil, t'as beaucoup d'environnement. Les environnements sont variés. Ça, oui, les environnements sont variés, je suis désolé. Voilà. Au niveau des points positifs, parce que encore une fois j'ai jamais eu le jeu en main. Hop, je vais passer sur quelques points négatifs. Il y a un truc que j'ai pu voir. Surpopulation des routes. Ce que je veux dire par là, c'est que les différentes routes qu'on a contiennent pour la plupart vraiment beaucoup de Pokémon. Il y a beaucoup d'espèces concentrées sur une seule et même route. Et du coup, c'est vraiment la seule génération où j'ai ressenti ça. Enfin, il y a eu les terres sauvages de la 9e génération, mais ça changeait en fonction du temps, des moments de la journée, il me semble. Les terres sauvages, c'était un grand espace aussi, donc il y a différents endroits explorables, donc ça se justifie. Sur XY, ça se justifie moins. Donc voilà, la surpopulation des routes, il y a beaucoup de Pokémon, et ça éclipse peut-être un peu les Pokémon de 6G, les nouveaux Pokémon. Ils sont moins éclipsés qu'en 2G, mais ils sont quand même un peu trop éclipsés, d'autant qu'ils sont pas nombreux. Bon, c'est un petit peu dommage, et c'est lié à cette surpopulation des routes, le fait qu'ils aient voulu mettre beaucoup de Pokémon dans un seul et même jeu. Surtout qu'il n'y a pas de région vraiment à explorer en post-game. Voilà. Et il y aurait un autre point, ça va surprendre peut-être, c'est lié à la méga évolution. Mais la méga évolution, je vais dire que c'est uniquement dans l'aventure. Parce que en soi, la mécanique, elle est bien. Hein. Ça, tout le monde a apprécié l'ajout des méga évolutions. Plus que d'autres petits éléments comme le type acier qui perd les résistances spectres à ténèbres, les types électriques qui peuvent être paralysés, l'arrivée du type fée. C'est ce qui a marqué les gens, la méga évolution. Mais dans l'aventure, en fait, au bout de 3
3 badges. On te donne un bracelet Z pour méga évoluer un Pokémon. On te donne un Lucario qui peut méga évoluer. Méga Lucario qui est d'ailleurs une des mégas les plus mongolement, débilement puissantes du jeu. Voilà. Donc voilà. Et puis, il y a quasiment personne qui va utiliser les méga évolutions dans l'aventure. Ce qui fait que les méga évolutions, tu peux l'utiliser quand tu veux, et du coup, t'as aucune difficulté. Les champions d'arène n'utilisent pas la méga évolution. À part Cornelia, il c'est pas dans son combat d'arène. C'est quand t'es au sommet de la tour de la méga évolution, donc j'ai oublié le nom, et que vous faites un duel avec les méga Lucario. Mais il n'y a que là. À part ça, il y a Lysandre qui méga évolue Léviator, et à la fin du jeu, l'un des derniers combats, c'est le maître Dianthea qui méga évolue son garde-voire. À part ça, c'est tout. Il me semble qu'il y a que ça au niveau des méga évolutions par les PNJ, et toi tu l'as tout le temps. Toi tu roules sur le jeu avec ça. Voilà, c'est un des soucis que je peux avoir avec cette génération à laquelle je n'ai pas joué, mais j'ai regardé des let's play sur internet, et de ce que j'en ai retenu, voilà un peu ce que j'en ai retenu. On va passer en 7G. Soleil et Lune. Alors, Soleil et Lune. Alors, il y a un truc dont j'ai pas tant parlé jusque là, parce que c'était c'est pas quelque chose sur lequel je me disais qu'il fallait insister. Mais sur Soleil et Lune, ben, pour moi il y a l'ambiance vraiment vacances, où c'est une région qui te donne l'impression, un jeu qui te donne l'impression que t'es sous les tropiques, et c'est bien là, t'es en voyage touristique, t'explores des environnements tropicaux, c'est-à-dire sur l'île d'Akala, un volcan, une jungle, t'explores des régions un peu glacées, t'explores des canyons. T'as toujours l'impression que t'es dans une ambiance chaude, détente. Les autres jeux, jusque-là, ils avaient une impression un peu classique, un peu vie de tous les jours. Là, non, t'as vraiment une ambiance vacances, tropiques. Ça, c'est vraiment bien retranscrit. C'est très cool. Autre chose. Les épreuves. Mince, j'ai oublié de tirer. Les épreuves. En fait, les épreuves, c'est ce qui remplace le combat d'arène. La plupart du temps. Ces épreuves, c'est des trucs un peu variés, quoi. Tu peux... poursuivre un Pokémon, aller récupérer des ingrédients, prendre des photos, identifier sur des photos... il y a vraiment tout, et c'est vraiment agréable. Ça a vraiment apporté un souffle nouveau au jeu qui commence un peu à tourner en rond sur les badges, quoi. Donc ça, je trouve que c'est très bien transcrit, et vraiment il y a ça, quoi. Et puis à la fin, t'affrontes un gros Pokémon dominant, et des fois, selon ta préparation, il faut quand même être costaud ce Pokémon dominant, quoi. Puis rien que le fait que ça s'appelle aussi, pour changer l'ambiance, le fait que ça s'appelle le Tour des îles. C'est genre, on t'emmène sur un bateau, et puis hop, tu fais ton tour des îles, tu vas d'île en île, tu visites à chaque fois, c'est vraiment visite touristique, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, j'ai trouvé le tout vraiment très cool. Ensuite, pour ce
voyez les points positifs. Je vais encore le mettre là, mais le scénario, encore une fois, parce que ce scénario-là, ben, encore une fois, il y a le sentiment de danger, de devoir sauver le monde. Mais en plus, il y a quand même des rebondissements. Un rebondissement avec le fait qu'il y ait une team de méchants, et alors qu'ils sont chapeautés par la présidente d'une ONG environnementale, limite. C'est un peu ça, hein, la fondation Aether, ça fait très labo de Greenpeace, c'est ONG environnementale, quoi. Et le fait qu'elle chapeaute des teams de méchants, la team de méchants à faire des sales coups, bah je trouve ça bien mené, quoi. Donc très très cool. Alors je mettrai une petite réserve concernant un certain aspect du scénario sur lequel je vais revenir dans les points négatifs, mais grosso modo l'histoire m'a beaucoup plu, surtout liée au fait que cette présidente de la Greenpeace d'Alola soit liée à des personnes qu'on a appris à apprécier, notamment Lily. Je sais que Lily, il y en a beaucoup qui la détestent. Moi, j'arrive à l'apprécier, et c'est vraiment un personnage qui évolue dans sa manière dans son rapport aux choses qui lui arrivent. À un moment, elle les subit plus, et puis elle en est limite, elle nous aide vraiment à la fin. Donc voilà, un gros point positif pour ces jeux. Et puis il y a un truc que ces jeux ont apporté qui est absolument génial. Au niveau des Pokémon, c'est les formes régionales. Cet aspect des Pokémon qui ont évolué pour s'adapter à un environnement spécifique. Ça, c'est très cool. Très cool. Notamment je pense notamment aux Rakayu d'Alola qui vivent près d'une centrale et de lieux où produit l'électricité, où du coup ont développé des roches magnétiques, donc plus des sortes de métaux sur eux, et notamment aussi les Topiqueurs d'Alola qui ont des fils de lave sur la tête. Très cool tout ça, en tout cas, très très cool. Donc voilà, les formes régionales qui ont été implémentées d'ailleurs dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Parce que c'était que de la 1G, bien sûr, bon, ça c'est un peu le fanservice. Mais du coup, ça amène au point négatif, qui sont un peu liés au point positif. Faut pas le nier, Pokémon fait du fanservice depuis beaucoup de temps. Mais en 7G, c'est là où c'est le plus exacerbé. J'aurais pu mettre ça en 6G avec les méga évolutions sur des Pokémon très populaires comme Garchakroc ou Tyrannosif, qui sont des méga qui sont un peu moyennes. Mais il est quand même pas mal poussé sur Soleil et Lune. Lié au fait que voilà, les formes régionales c'est que pour la première génération, qui sera un peu corrigé dans la génération suivante. Mais il y a un point qui me fait dire qu'il y a du fanservice, beaucoup de fanservice, la démo. La démo du jeu qui, comme vous le savez, et si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre, permettait d'acquérir Sachanobi. Sachanobi, qui est donc cet Amphinobi qui peut synergiser avec le talent synergie, et qui Amphinobi, quand il est apparu dans XY, il a complètement éclipsé les autres starters de la 6G, il était ultra populaire. Et dans le dessin animé, c'est pareil, il a été très populaire. Et c'est l'équipe du dessin animé qui a créé la forme Sachanobi pour le fanservice d'Amphinobi. Et pour exacerber encore plus ce fanservice d'Amphinobi, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on met le Sachanobi dans le jeu. Voilà, c'est vraiment ce point-là. Et
puis il y a l'aspect aussi nostalgie pour la génération, avec les formes régionales, qui, en soi, sont un point positif. En fait, c'est un peu les deux extrêmes, c'est cette histoire de forme régionale pour Soleil et Lune. Après, comme pour les... comment dire, comme pour les méga évolutions en 6G, c'est le même problème pour les capacités Z en aventure. Parce que les cristaux Z, ok, ils ont une belle symbolique, enfin pour la plupart, c'est la preuve de ta réussite des épreuves du Tour des îles. Très bien. Mais t'obtiens le bracelet Z au tout début du jeu. Et aucun PNJ n'utilise les attaques Z. Donc c'est encore plus problématique que les méga évolutions, parce qu'au moins les méga évolutions, il y en avait qui s'en servaient. Les capacités Z, tu les as. Donc s'il y a un Pokémon qui te gêne un peu en temps normal, tu peux utiliser une attaque Z qui sera ne serait-ce que neutre sur lui et tu le détruis. Donc il n'y a plus vraiment de difficulté. Et c'est dommage. Vraiment c'est dommage. Enfin voilà, ça reste, pour moi ça reste un petit peu problématique. Donc dans ces jeux, et il y aurait aussi un truc que je voudrais lister là-dessus, c'est sur les ultra brèches, pas les ultra chimères en soi, mais les ultra brèches. Je trouve que c'est à ce moment-là que je me suis dit que dans Pokémon, ils allaient un peu trop loin. Pourquoi ils allaient un peu trop loin? Des délires de dimensions parallèles, de créatures d'une autre dimension, de voyages dimensionnels. Voilà. Je sais que c'est un peu lié à la zone parce que Alola c'est inspiré d'Hawaï, et là-bas je sais qu'il y a d'importants centres d'études spatiales, et enfin, lier ça aux ultra brèches c'est cohérent, mais ça tire peut-être un peu trop sur la corde. C'est un peu trop. Voilà, c'est un peu trop. Ça devient un peu trop n'importe quoi. Voilà, c'est pas dramatique en soi, mais ça devient un peu trop n'importe quoi. Mais il y a un truc qui me fait dire que ça devient un peu trop n'importe quoi, c'est sur Ultra Soleil et Ultra Lune, que je compte un peu comme pour Noir 2 et Blanc 2, qui sont pas vraiment des suites, qui sont juste des versions complémentaires, mais comme là c'est revendu par deux, bon je les compte aussi. Les ultra brèches que j'utilise pour avoir les Pokémon légendaires notamment, ou les ultra chimères dans Ultra Soleil et Ultra Lune, c'était pour la chasse aux Pokémon chromatiques. Et le taux de Pokémon chromatiques était juste abusé. Et puis quand tu rentrais, le Pokémon pouvait être t'avais toutes les chances qu'il soit chromatique. Enfin, c'est là où je me dis que c'est un peu abusé. Voilà, c'est certaines choses qui me font dire que les jeux abusent un peu parfois. Voilà, je pense avoir fait le tour pour Soleil et Lune. Voilà. Maintenant, je vais passer à la 8G, à épée et bouclier. Alors, épée et bouclier. Je pense que c'est celui où... Enfin, il y a le biais de récence aussi, ce qu'on appelle le biais de récence, c'est-à-dire que plus c'est récent, moins t'as de souvenirs dessus, plus c'est... comment dire? Et plus... Attendez. Non, c'est bon. Ok. Plus c'est récent et plus tu as, enfin moins tu as d'affect et plus tu vois les soucis. Alors, moi il y a un truc que j'apprécie bien, c'est dans le jeu
Pokémon visibles. Au moins, avec ces Pokémon visibles, tu traverses les grottes et les cours d'eau, tu peux les traverser tranquille. Parce que il n'y a plus vraiment de Pokémon cachés dans les grottes et les cours d'eau. Enfin, il y en a cachés en quelque sorte, hein, comme les limondes de Galar dans la deuxième mine de Galar. Mais ben, ça te permet d'être plutôt safe, quoi. Là où avant, ce qui était un des points négatifs de la 3G, c'est que tu te faisais aggro tout le temps, quoi. C'était pas agréable, quoi, tout simplement. Donc voilà, Pokémon visible, pour moi, c'est vraiment un avantage. Vraiment, c'est très cool. Je vais rejoindre ce qu'on peut dire sur la 6ème génération avec environnement et décor. Parce que là, franchement, on a eu du lourd. Je pense notamment, ne serait-ce qu'à Coryphée et la forêt de Lumyrinthe. C'est juste magnifique, ces zones-là. Voilà. Il y a juste des décors magnifiques. Même pratiquement toute la zone d'Isole Armure. Ça, c'est le DLC, mais pour moi, ça compte. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Ces zones sont vraiment très belles. Et j'ai pas souvenir d'environnement qui m'est fortement déplu. Même la ville de Smashings, qui est un peu un repère de Toxico, bon, c'est cohérent. Et puis ça reste, même la ville en soi, elle reste quand même pas mal éclairée, quoi. Donc c'est pas mal, hein. C'est beau, ça reste beau. Peu importe ce qu'on peut dire, hein, le jeu est graphiquement réussi. Bon, peut-être les animations de combat sont un peu fainéantes, mais c'est rien de très grave, quoi. Pour moi, le jeu est une réussite graphique, sauf sur ce point. Donc, environnement et décor, une réussite. Puis il y aurait autre chose. C'est la quête des badges. La quête des badges, qu'on revient au badge, qui est pourtant sublimée. Parce que là, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est un sport national, que c'est une vraie compétition, qu'il y a plein de gens au début, puis tu sais qu'il y en a qui abandonnent, quand t'arrives au dernier champion, tu sais qu'il reste moins de 10 personnes, enfin, c'est un vrai point positif, le fait que ce soit vraiment vu comme un véritable événement sportif, cette quête des badges, quoi. Donc, sur ce point, les jeux ont vraiment fait fort. Et du coup, c'est un gros point fort. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour les points positifs. On va finir avec les points négatifs de cette 8ème génération. Et bref. Et oui, le scénario pour moi, ça revient dans les points négatifs. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu fais, c'est ta quête des badges, et t'es quasiment jamais importuné là-dessus, parce que tu sais que tu sais qu'il y a quand même des choses. Je vais parler jusqu'à l'événement de fin de jeu, quoi, le gros événement avec la menace. Tu fais juste ta quête des badges, voilà. Puis des fois tu combats la Team Yell qui sont juste des gros hooligans, mais sinon ça reste assez plat. Vraiment, là où c'était une force dans les 3 générations précédentes de ce que j'ai dit, là c'est chaud, ça redevient très plat. Voilà donc pour le scénario. Après, il y aurait peut-être
ça. Et après, attendez, je réfléchis. Moi je vois... Enfin, si, il y aurait quelque chose, mais c'est pas spécialement dû au jeu, quoi. C'est un peu... c'est un peu des jeux en kit, j'ai envie de dire. Parce que il y a eu les DLC. Et les DLC, ils ont quand même apporté pas mal, mais le problème c'est que c'était des DLC. Ça aurait dû... S'ils les ont réfléchis comme des DLC, je pense que Game Freak aurait dû prendre plus son temps et nous sortir le jeu avec les DLC, mais du coup c'est fini, c'est un jeu fini. Donc voilà, le problème c'est ça, et puis le fait que... Oui aussi, ça aussi, hein, voilà. On va pas se mentir, hein. Beaucoup de Pokémon absents. J'ai envie de dire... Beaucoup de Pokémon et d'attaque absents. C'est un peu le souci. Beaucoup de Pokémon et d'attaque absents parce que de base, il y avait 400 Pokémon dans le Pokédex de Galar. On est arrivé, je crois qu'on est arrivé à environ 600 avec les DLC. Mais on est à presque 900 au total. Donc il manque quand même un tiers des Pokémon. Même avec les DLC, tu peux pas avoir les Pokémon à Galar, quoi. Tu peux pas avoir certains Pokémon à Galar. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Et les attaques aussi, ça a eu un impact sur la stratégie, notamment avec Puissance Cachée qui n'est plus là. Ça a impacté beaucoup de Pokémon. Donc voilà, ce que je considère comme négatif sur cette 8G. Donc voilà, grosso modo, vraiment, je pense que j'ai été bon parce que ça reste quand même équilibré au niveau force-faiblesse, à part en 3G, mais peut-être que ce soit ma génération favorite, il joue. Mais, je suis arrivé au bout. Hop. Mais, ça reste quand même équilibré sur l'ensemble. Et je suis plutôt content, ça veut dire pour moi, il n'y a aucun jeu qui est réellement raté. Voilà, au moins comme ça, j'y vois peut-être un peu plus clair parce que c'est un exercice que j'avais jamais fait et que je voulais faire. Donc je me suis dit, je vais le faire en live. Et puis ça m'aide aussi à y voir un peu plus clair sur comment je perçois les jeux Pokémon. Parce que bon, comme je suis fan, je me dis, moi, un nouveau jeu principal sort, je l'achète presque instantanément, quoi. C'est ça aussi, hein. Je me souviens comment j'étais super hypé pour Ultra Soleil et Ultra Lune, notamment, hein. Voilà, bon, on a tous ces hypes hein, pour des trucs, hein, voilà. Mais en gros, voilà, et puis il y a des trucs que j'ai pas mis parce que c'est au milieu, quoi. Ça mérite pas que je m'attarde beaucoup dessus, hein. Par exemple, je vois que le scénario, j'ai rien mis sur la 4G parce que il est pas négatif, il est pas incroyable, il est correct. Voilà, je pensais pas avoir à m'attarder dessus. En tout cas, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo VOD, du coup. J'espère que ça vous a plu. Et franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas et quels points positifs et négatifs vous avez sur les différentes générations de Pokémon. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, du coup, parce que
Personne n'a parlé dans le chat, et puis bah, c'est pas grave, hein. Moi, je vais y aller, et puis vous dire ben, à la prochaine du coup. Allez, salut à tous, merci d'avoir suivi.